Bonjour à tous, je pense qu'on va pouvoir commencer. Soyez les bienvenus donc au premier cyber meeting. Nous vous remercions donc d'être venus. Je suis Thomas Hervé Casmi, j'anime depuis 4 ans le think tank cybersécurité de l'association de veille pour dirigeants InnoCherche. Au sein du think tank cybersécurité, nous regroupons les problématiques récurrentes dans des trends. L'idée de ce cyber meeting est de vous donner des solutions innovantes pour résoudre des problèmes concrets. Du 5 février 2020 au 31 mars 2020 a eu lieu le trophée cybersécurité InnoCherche avec la participation de nombreuses startups, dont les invités de ce matin. Je suis ravi d'échanger avec nos invités. Tout d'abord, le CEO de la société Allprive. Donc Allprive, la sécurité réseau avant l'ordinateur portable. Bonjour Michael. Bonjour, bonjour tout le monde. Par ailleurs, le CEO de la société SILD, donc la protection embarquée pour les documents. Bonjour Timothée. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Enfin, le CEO de la société Watu. Donc Watu, un tag invisible pour vos données sensibles. Bonjour Javier. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Je vais partager mon écran à nouveau. Voilà. Alors, je vérifie simplement. Voilà, on a bien l'écran. Donc, je vais me permettre de faire une petite introduction. Avant ça, je vous signale que cette session n'est pas interactive. Tout d'abord, nous avons rassemblé les questions en amont. Ensuite, nous avons choisi les 3 questions les plus importantes. Bien sûr, vous pouvez contacter directement Michael, Javier et Timothée après cette session. Je vous ai mis à disposition toutes leurs coordonnées sur les slides que vous retrouvez également donc dans le programme. Donc, en bas de cet écran à droite et normalement dans le chat, vous retrouvez le lien direct pour accéder donc à leurs coordonnées et aux différentes statistiques. Je vais introduire rapidement les enjeux du thème de ce matin. Donc, avant le Covid-19, il y avait déjà une explosion des fuites de données. Je vous présente les statistiques consolidées aux États-Unis. 3 conséquences opérationnelles directes à toutes ces fuites de données. Tout d'abord, lorsque vos données fuient, elles peuvent disparaître, soit définitivement, soit temporairement, dans le cas d'une prise d'otage. Par ailleurs, elles peuvent rester dans votre récit, mais elles peuvent avoir été altérées, trafiquées. Enfin, pour des données très confidentielles, elles peuvent avoir été publiées dans la presse ou fuitées sur Internet. Dans tous les cas, ces conséquences opérationnelles ont un impact majeur, voire fatal, pour votre organisation. Ces conséquences opérationnelles peuvent entraîner l'arrêt de l'exploitation de votre entreprise. Cet arrêt peut entraîner une perte d'image importante. Par ailleurs, vous pouvez encourir des procès liés notamment au RGPD. Et enfin, l'ensemble de ces impacts peut finalement se traduire par d'importantes pertes financières. Avant le Covid-19, il faut savoir que 42% des fuites de données 2019 étaient le fait de hackers. Par conséquent, moins de la moitié de vos fuites de données étaient dues à des cybercriminels. Toujours avant le Covid-19, 25% des fuites de données 2019, soit 1 sur 4, étaient le dû finalement de vos salariés, de vos collaborateurs. Donc, vous voyez tout de suite que se pose un énorme problème, puisqu'avec le confinement, 70% des Français sont en télétravail à domicile et que par rapport à ça, plus de 3/4 d'entre eux n'ont pas de pièces dédiées au travail à domicile. Donc, à ce stade, moi, je vais solliciter chacun de nos experts. Ce sont les CEO de startups qui proposent des solutions innovantes à ce type de problème. Et je pose le problème du jour, comment télétravailler de manière sécurisée. Je vais me tourner donc vers Timothée. Vous êtes le CEO de SILD. Pouvez-vous, s'il vous plaît, partager avec nous comment vous avez réussi finalement à digitaliser et sécuriser un workflow de traitement de dossier chez un constructeur automobile? Merci Thomas. Alors tout à fait, on travaille donc avec la filiale bancaire d'un groupe automobile français pour protéger les dossiers de financement. Donc, très concrètement, quand vous allez acheter une voiture et que vous l'achetez à crédit, ce constructeur automobile a une banque adossée qui va collecter un certain nombre de documents sur vous, donc des documents d'identité, des documents de santé, des documents financiers, pour constituer ce qu'on appelle un dossier de financement et pour y adosser une assurance emprunteur.
Ces documents-là sont donc très sensibles, donc déjà au titre du RGPD pour tous les documents, mais également au titre du secret professionnel, puisqu'il y a des documents de santé qui doivent suivre la gestion de ce qu'on appelle une bulle médicale, et la rupture de cette bulle médicale est en fait un délit pénal. Le défi, c'est qu'avant notre intervention, les documents étaient transmis par enveloppe cachetée chez l'assureur, dans la banque, et cette expérience peu digitale est assez complexe pour les clients finaux. Ce qu'on fait ce qu'on a permis aux clients, c'est de dématérialiser du coup, ce workflow de captation de documents, tout en restant parfaitement sécurisé et conforme au RGPD et à la bulle médicale. Concrètement, Sealed, qu'est-ce que c'est? C'est une technologie qui permet de prendre un document sans protection, donc classique, un PDF, un Word, peu importe, et de le protéger pour assurer trois fonctions de sécurité. La première, c'est la confidentialité, c'est s'assurer qu'il n'y ait que les personnes autorisées qui soient capables d'ouvrir un document s'ils l'ont entre leurs mains, et ce de la façon la plus simple possible. Deuxième point, c'est la traçabilité, c'est d'être en mesure de prouver en cas de contrôle au régulateur qu'il y a bien que telle personne ou telle personne qui a ouvert tel document à telle heure depuis tel ordinateur. Et dernier point qui est hyper important, c'est que cette protection suit le document partout. À la différence d'un coffre-fort sécurisé qui va protéger un tout petit bout de la chaîne de vie d'un document, la protection Sealed est embarquée dans le document et va le suivre à travers toutes ses copies, toutes ses duplications et tous ses envois. C'est ça qu'on appelle donc de la protection embarquée pour les documents. Concrètement, chez ce client, donc on a deux workflows. On a un workflow de numérisation où les documents qui sont encore envoyés par papier sont protégés après numérisation avec ce qu'on appelle le site SDK, le kit de développement, et ensuite sont hébergés sur un serveur de stockage et ouvrables par les personnes de l'entreprise ou même des consultants externes s'ils ont besoin sans installation. On a un deuxième workflow qui est de la captation en ligne de documents, c'est directement intégré à leur site pour protéger les documents avant upload et qui suivent le même chemin derrière. Et toutes les actions effectuées sur le document sont tracées dans un tableau d'administration qui permet du coup de prouver au régulateur en cas de contrôle que le travail de sécurisation de documents a été bien fait et que seules ces personnes-là ont ouvert les documents à telle heure depuis tel ordinateur. Parfait. Voilà. Donc, si je comprends bien, grâce à la protection embarquée pour les documents, on peut significativement sécuriser un workflow de traitement de données. C'est ça. Ça permet de ne pas sacrifier la sécurité sur l'autel de la facilité. Je vais me tourner maintenant vers Raphaël, CEO de Watu. Vous avez travaillé avec un ministère qui souhaitait identifier et dissuader les fuites de données sensibles dans la presse et sur Internet. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, partager votre retour d'expérience? Oui, merci Thomas, bonjour à tous. Donc, Watu a été en effet sollicité par les RSSI d'un ministère. Il était inquiet car des documents sensibles distribués pour analyse à des membres d'une commission s'étaient retrouvés à plusieurs reprises sur Internet et sur les membres de la presse, bien sûr. Donc, ça a porté un préjudice à l'activité déjà du ministère, mais aussi à l'image de cette entité. J'imagine que certains d'entre vous ont peut-être été confrontés à des cas similaires. Donc, dans ces cadres, le RSSI s'est posé des questions sur comment éviter la fuite. Déjà, comment dissuader un membre de la commission de divulguer l'information? Et en cas de fuite, comment identifier précisément l'utilisateur, l'individu malveillant? En interne, le ministère avait commencé à mettre en place des stratégies pour protéger les documents faits à la main, mais c'est une procédure pénible et inefficace. Watu est arrivé pour travailler aux côtés de la personne en charge de la distribution des documents. La technologie que Watu a adaptée à la lutte contre les fuites des données et des documents a été historiquement appliquée à la protection des droits d'auteur dans le cinéma numérique ou la vidéo à la demande, par exemple. Avec notre outil, nous avons dissimulé un tag invisible identifiant de manière unique chaque membre de la commission. C'est-à-dire, chaque membre reçoit un document légèrement différent. Ces personnes sont informées de la présence du tag. Écoutez, vous accédez à des documents sensibles, évitez de divulguer, vous serez identifié et responsabilisé. Nous avons alors introduit une dissuasion forte contre la fuite de manière simple et efficace. Et en cas de fuite, grâce au tag, les ministères peuvent identifier précisément les responsables et éviter la reproduction de la fuite. Et ça, même si le document est imprimé et renumérisé.
il me semble que vous vouliez partager également avec nous une autre expérience qui, elle, était en lien avec la lutte contre les copies illégales. Tout à fait. Donc, c'est notre travail actuel avec les CHOM, l'ancien service hydrographique de la Marine nationale. Notre objectif ici est d'éviter la divulgation illégale des ouvrages qui sont produits et commercialisés par les CHOM. Ces ouvrages sont mis à disposition des clients par le biais d'une plateforme de téléchargement. Et là, Watu va appliquer les mêmes principes de dissuasion, identification et responsabilisation. Donc, dans ces cas, notre outil s'intègre à la plateforme de téléchargement et ça permet de taguer les ouvrages lorsqu'ils sont achetés, déjà dissuader ses clients de divulguer l'information de manière illégale, mais aussi, en cas de divulgation, d'identifier de manière unique et précise les responsables. Merci pour toutes ces précisions. Je vais me tourner maintenant vers Michael, CEO de Allprive. Jusqu'à présent, nous avons essentiellement vu comment assurer la confidentialité des documents et le tracking de documents qui auraient fui. Vous vous intéressez à une autre partie de la chaîne, à savoir la sécurisation des accès digitaux des nomades. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous préciser les risques encourus et la solution que vous apportez? Bonjour Thomas, bonjour à tous. Donc en fait, oui, nous on s'est attaqué à tout ce qui était la partie nomade et du coup, c'est devenu l'infrastructure architecture nomade en partant de plusieurs constats, plusieurs problèmes. Donc en haut à gauche, vous voyez, un laptop se fait voler toutes les 53 secondes et il y a une chance sur 10 que le laptop n'arrive pas au bout de sa vie professionnelle. Il sera volé, perdu. Et on a jusqu'à 45% des données santé, des brèches de sécurité qui sont liées à des vols d'ordinateurs. Donc voilà, tout ça, c'est lié à la problématique du transport de données avec un laptop. Problème d'utilisateur, donc le fait de mettre la sécurité, la mélanger avec la productivité, ça c'est tout récent, hein, c'est de une dizaine de jours, là, 7 avril 2020. Des hackers ont infiltré le système de VPN et ont poussé des mises à jour que les utilisateurs ont activées, ont téléchargées et ont installées sur leur laptop, ouvrant une porte dérobée aux hackers. Et le troisième à droite, donc c'est Emotet. Donc pareil, il y a un laptop qui se fait pirater, donc par un phishing ou autre. Ce laptop, quand il se connecte à un Wi-Fi, il va infecter la borne Wi-Fi et ensuite tous les utilisateurs qui vont se connecter sur cette borne Wi-Fi vont être infectés à leur tour. Donc là, on est lié à la problématique de la connexion sur des Wi-Fi. Donc pour nous, on a été approché par Crédit Agricole et l'approche a été d'abord utilisateur. Les utilisateurs, vous allez pratiquement tous vous reconnaître, on télétravaille, surtout en ce moment. On assiste ou on anime des réunions, donc c'est-à-dire on va avec notre PowerPoint sur une clé USB pour faire une présentation. On va chez des clients, des partenaires, des fournisseurs. Donc, on échange des données, on transporte des données. Donc, le fait de transporter des données, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, le risque de perte ou de vol du support, même crypté. Le besoin d'être connecté, donc on se connecte à des Wi-Fi publics, à l'aéroport, à l'hôtel, etc., même en ce moment, surtout au domicile. Donc, il y a les risques de piratage du Wi-Fi, même si on utilise des VPN, on l'a vu tout à l'heure aussi, et les échanges de données via une clé USB où on risque d'attraper un malware. Donc aujourd'hui, il y a tous ces risques-là et aussi pour pouvoir donner un accès plus facilitant aux utilisateurs nomades. Donc on a masqué, on a gommé tous les irritants liés à tout ce qui est process d'identification, connexion, etc. Dans le cas de Crédit Agricole, il leur fallait 4 minutes 40 entre le moment où ils démarraient leur ordinateur et ils étaient opérationnels sur leur application métier. Et en plus, ils n'ont pas la totalité des accès qu'ils peuvent avoir quand ils sont en agence.
De plus, une autre problématique, côté DSI, ils ont des flottes qui sont hybrides, donc ils ont du Windows 7, du Windows 10, etc. Donc chacune des applications sécurité, par exemple le VPN, ce n'est pas la même version pour un Windows 10 que pour un Mac, que pour un Chromebook, etc. Donc voilà le panorama sur lequel nous avons travaillé pour pouvoir apporter notre solution, donc qui est une rupture le slide. Est-ce que vous pouvez du coup effectivement nous Oui, décrire plus précisément la voilà. manière dont vous procédez pour sécuriser donc le laptop Nomad? Voilà, donc on fait un changement donc disruptif, un changement de paradigme. On arrête d'installer sur les ordinateurs, sur les laptops, toutes les outils de sécurité parce qu'on mélange sécurité et productivité, alors qu'en entreprise, il y a une salle de serveur et des serveurs versus des postes de travail. Et donc, c'est un petit dispositif, pas plus grand que ça, donc ça rentre dans le creux de la main, qui est branché sur le laptop. L'utilisateur s'identifie d'une façon forte sur le dispositif. C'est lui qui ensuite va tout gérer en automatique, donc la connexion Wi-Fi, l'activation du VPN, l'identification forte auprès de l'entreprise. On peut stocker aujourd'hui jusqu'à 1 Tera sur ce petit dispositif. Et donc, on a durci le hardware puisque c'est lui qui gère toute la sécurité et on va aujourd'hui jusqu'à la destruction physique du dispositif afin de pouvoir protéger et les informations et le système de communication, etc. Si je comprends bien, vous simplifiez la sécurisation des infras autour du laptop? Voilà, essentiellement, on a voulu ressortir la sécurité et la rendre beaucoup plus accessible et aussi ce qui permet aussi une adoption beaucoup plus rapide de la part des utilisateurs. Mais est-ce que ça veut dire que cette ultra simplification de la sécurisation autour finalement du laptop se traduit également par une ultra simplification de la gestion du projet de déploiement? Ah, tout à fait. D'une part, le fait d'être complètement externalisé du laptop, donc il n'y a plus d'installation. Un autre de nos avantages, c'est que le dispositif est complètement autonome. Donc on n'a pas de driver, pas de logiciel à installer sur le laptop. Donc aujourd'hui, dans un cadre de déploiement, la partie la plus longue, c'est la compréhension du changement de paradigme. Et à partir de là, le déploiement se fait assez rapidement. On installe tout simplement un serveur dans leur infrastructure du client. Et après, c'est avec le client, c'est les services qu'il veut connecter avec le laptop qui vont être connectés sur la plateforme du serveur. Et ensuite, les laptops vont pouvoir l'utiliser. De plus, on fonctionne complètement en parallèle, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'abord de désinstaller les outils qu'ils avaient avant pour pouvoir installer ça. Donc, ça veut dire qu'on peut déployer au fur et à mesure en parallèle de l'infrastructure existante. Si je comprends bien, votre solution de sécurité réseau avant l'ordinateur portable a un délai de déploiement plus ou moins court en fonction du contexte, c'est cela? Tout à fait. Donc, c'est très, très court. Ça peut être très court, c'est pour remplacer quelque chose de simple. Et après, au vu de tous les champs qu'on apporte, ça a été le cas de Crédit Agricole, ils sont allés jusqu'à modifier leur application métier pour augmenter leur niveau de sécurité par rapport à ce qu'ils avaient précédemment. Merci Michael. Je vais me tourner maintenant vers Timothée, CEO donc de SILD. On vient d'aborder un déploiement d'infra. Comment se passe concrètement un projet SILD autour de la sécurisation d'un workflow de traitement de données? Alors, merci Thomas. Alors, le SILD en fait va s'adapter. Donc on a vu dans ce que j'expliquais tout à l'heure, c'était un cas avec la banque d'un groupe automobile. Donc c'est un cas grand groupe qui avait des aspects sur mesure. Mais il faut noter que SILD est utilisable par des TPE, même unipersonnelles, avec un panier moyen pour des TPE qui peut être de quelques centaines d'euros par an. Donc on va adresser tous les types de clients et les étapes de déploiement vont varier selon la taille du client. Donc typiquement, la première étape, ça va être donc d'accompagner le client sur la cartographie des données pour savoir quelles sont les données sensibles qu'il faudrait protéger dans quel workflow. Donc si on parle d'une assurance, ça va être la captation des données, peut-être la génération des contrats.
Si on parle d'une agence immobilière, ça va peut-être être les dossiers de location. Si on parle d'un département RH, ça va être les données des employés, etc. Une fois qu'on a identifié ces données-là et d'où elles viennent, on va pouvoir voir comment proposer une solution au client, qu'elle soit sur étagère et donc sans aucune personnalisation, ou personnalisée ou carrément sur mesure pour le client, intégrée à ses applicatifs. Et en fonction de ces paramètres, le déploiement va être soit de quelques minutes quand c'est totalement sur étagère, à quelques semaines, le temps de faire des intégrations personnalisées. Finalement, si j'ai bien compris, c'est un service de déploiement complètement personnalisable en fonction des budgets et de la taille du client. Exactement. Parfait, merci, merci Timothée pour ce retour d'expérience. Je vais me tourner maintenant vers Raphaël, CEO de Watu. Comment se déroule un projet de marquage de données? Merci Thomas. Alors, le déploiement de la solution de Watu commence idéalement avec un accompagnement pour évaluer les besoins en termes de marquage. L'objectif est en quelque sorte de définir une chaîne de traçabilité, quel document taguer, pour quel destinataire, avec quelle information. Pour cela, et en fonction de la complexité, il faut prévoir entre quelques jours et quelques mois si le projet est assez complexe. Puis, si vous souhaitez travailler avec Watu, vous avez deux options majeures. Le client peut acheter des licences pour l'utiliser Watrack sur des postes utilisateurs sans intervention de Watu. Pour cela, les budgets à prévoir dépendent du nombre de postes équipés et le délai de déploiement est pratiquement négligeable. Pour des grands groupes, des administrations, nous sommes plutôt sur des projets de plus longue durée avec des adaptations de la solution, des intégrations sur des logiciels tiers, etc. Donc, dans ces cas, on parle d'une durée entre quelques semaines et quelques mois avec des budgets qui peuvent aller jusqu'à quelques dizaines de kilos euros. Donc, à la fin du déploiement, Watu continue à accompagner les clients avec des formations à l'usage de nos outils et bien sûr avec un support technique pour répondre à des éventuels problèmes. Cette méthode de déploiement a l'air très structurée. Comment envisagez-vous finalement l'évolution de ce marché, le marché du marquage de données? Donc, depuis la création de Watu en 2018, on a déjà pu travailler avec différents grands groupes pour la protection si bien des bases de données, de jeux de données que des documents sensibles. Et avec la situation actuelle de télétravail, mais aussi la situation un peu plus globale d'augmentation des cyberattaques, on voit une augmentation de notre activité commerciale dans différents secteurs, notamment l'industrie, les cabinets d'expertise, donc les comptables, les juristes, etc. Et les secteurs du transport, avec les aéroports, les ports et autres. Donc, cette augmentation de l'activité commerciale nous permet de préparer une première levée des fonds pour renforcer notre activité commerciale, pour renforcer notre activité R&D et pour commencer à attaquer les secteurs, les marchés à l'international. Et aussi, cette augmentation de notre activité nous permet d'explorer de nouvelles fonctionnalités avec des projets de recherche avec nos partenaires et tout ça, bien sûr, en fonction des retours des clients. Merci Raphaël pour ce retour. J'imagine que du fait de l'envol du télétravail, les entreprises vont avoir un besoin énorme de marquer leurs données, leurs documents. Tout à fait. Le fait d'avoir tout le monde un peu en déplacement, on peut dire, le fait de travailler à la maison, c'est un peu comme si on était en déplacement, fait circuler plein de documents ici et là, les documents qui sont accédés par des salariés, partagés avec des collaborateurs, sous-traitants. Et dans ces contextes, il faut bien sûr protéger l'information pour éviter les fuites. Et là, on peut bien sûr taguer pour dissuader, identifier et responsabiliser. Merci Javier. Je vais maintenant me tourner vers Michael, CEO de Allprive. Lors de la préparation de cette émission, vous aviez évoqué des relais de croissance aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors dès le début, on a eu déjà d'entrée, ça nous a étonné, on a eu une très très forte traction de la part de très grands groupes qui sont venus nous voir pour sécuriser des flottes de plusieurs dizaines de milliers de laptops. Et on a une très forte traction aux États-Unis. Donc, on a ouvert une filiale aux États-Unis. Il y a déjà 2 personnes qui travaillent plein temps sur la partie essentiellement commerciale. Donc, des grands groupes de l'administration américaine. Donc, il y a une forte traction. Bon, c'est surtout dû aux mœurs. Les Américains, en général, sont beaucoup plus sensibilisés au thème de la cybersécurité.
parce que c'est beaucoup plus publié, etc. Et du côté des RSSI, n'hésite pas à faire appel à des startups quand ils trouvent que la technologie est intéressante pour eux. Donc, ils sont beaucoup plus early adopters. Et donc, voilà, malheureusement, on se retrouve aujourd'hui à avoir beaucoup plus de demandes côté américain que côté français, mais bon, on ne désespère pas, les Français vont suivre par la suite. Donc, si je vous suis bien, l'avenir de cette technologie française passe par une exportation aux États-Unis et un premier développement finalement aux États-Unis? Ben, tout simplement, oui, du fait de cette philosophie de early adopters et des Américains. Donc, ils ont aimé la techno, le changement de paradigme, et apparemment, on leur résout beaucoup de leurs problèmes. C'est vrai qu'ils n'hésitent pas à nous expliquer comment ils se sont fait ouvrir, ce qu'ils ont perdu, ce que cela a coûté, clairement depuis le premier rendez-vous. Donc, c'est quelque chose qui nous permet d'avancer beaucoup plus rapidement là-bas. Merci Michael. Je vais terminer ce tour de table par Timothée, CEO de Sealed. La protection embarquée pour les documents, pour vous, de votre point de vue, quelles sont vos perspectives de croissance sur le marché français et européen? Merci Thomas. Alors, tout d'abord, cette crise du Covid-19 a, comme on l'a dit, mis tout le monde au télétravail et a démontré la nécessité de dématérialiser absolument tous les workflows en entreprise. On ne peut plus dépendre de workflows qui impliquent des documents papier. Et beaucoup d'entreprises se heurtent à la dématérialisation des fichiers sensibles. Et c'est là-dessus qu'on aide un certain nombre de cas d'usage cibles. Et la crise du Covid-19, en fait, pour nous, a confirmé la direction de ces entreprises pour dématérialiser ces workflows de documents. Donc, les perspectives de croissance qu'on avait prévues sur 2020 sont en fait revues à la hausse à la vue du Covid-19. Et ça, pour des cas d'usage cibles qui sont sur la slide, donc d'assurance de personnes, banque, également des cas d'usage en ressources humaines, tout ce qui va être onboarding d'employés, où en fait aujourd'hui les moyens de protection de ces documents, c'est plus les moyens du bord pendant la crise. Et donc, on est la solution simple à déployer qui permet de protéger nativement la démat de ces fichiers sensibles. Parfait, merci, merci Timothée. Je vais conclure rapidement. La fuite de données est un phénomène qui explose. Nos invités nous ont proposé des solutions pour y répondre. Je vous propose un formulaire pour vous faire parvenir vos feedbacks, vos impressions, vos éventuelles demandes de mise en contact. Merci à vous, public, d'avoir assisté à cette première édition du Cyber Meeting. Merci Javier, merci Michael, merci Timothée, merci à vous tous et à prochainement donc pour une nouvelle session du Cyber Meeting. Merci. Merci, au revoir à tous. Merci Thomas. Bonne journée à tous. Au revoir.